Bonsoir et bienvenue, Mesdames, Messieurs. Associés à mes collègues du Conseil communal, je vous adresse nos cordiales salutations et vous remercie pour votre présence dans le cadre de cette séance d'information publique relative à la création de zones réservées Sapao, Larbaret, Bovresse. Soirée initiée en partenariat avec Madame Anne-Françoise Dubuis, chef du département de l'aménagement du territoire au sein de la renommée société BISA SA, bureau d'ingénieurs ayant acquis une riche expérience puisque cette dernière est active depuis 1969. Ce bureau d'experts nous conseille et nous accompagne depuis de nombreuses années dans les domaines de l'étude d'aménagement du territoire, des plans d'affectation de zones, plans d'aménagement détaillés, règlement communal. Dans le cadre de l'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et du processus de révision globale du plan d'affectation des zones, le Conseil municipal a décidé, dans le cadre de sa séance du lundi 7 février 2023, d'instaurer une zone réservée sur la totalité du secteur des mayas de Saxon, Sapao, Larbaret et Bovresse. L'avis relatif a été publié dans le bulletin officiel du 24 février 2023. L'entrée en vigueur a été immédiate et les dispositions prévalent jusqu'à l'homologation par le canton du nouveau règlement communal des constructions et des zones et du nouveau plan d'affectation des zones, soit en principe pour une durée de 5 ans. Les éléments du dossier, rapports et plans peuvent être consultés et seront toujours consultables au bureau communal durant toute la durée de l'enquête publique, soit jusqu'au 24 mars 2023, et également disponible sur le site Internet de la commune. Dans cette soirée d'information publique, cette dernière a pour but de vous communiquer toutes les spécificités liées aux zones réservées, procédure de mise sous cloche temporaire et provisoire. Madame Anne-Françoise Dubuis, chef du département de l'aménagement du territoire au sein de la société BISA, officiera en qualité d'oratrice dans le cadre de la présentation valorisée et des arguments. Pourquoi des zones réservées? À quoi servent les zones réservées? Qui est concerné? Quelle est la procédure? Et les questions les plus fréquentes. À la suite de cette présentation, la parole vous sera donnée. J'ai le plaisir de passer la parole à Madame Dubuis. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai été mandatée ce soir par le Conseil de Saxon pour vous présenter le dossier qui est actuellement à l'enquête et durant 30 jours jusqu'à la fin du mois de mars, concernant le dossier des zones réservées du secteur montagne de la commune de Saxon. Ce mandat, pourquoi ces zones réservées? Eh bien, vous savez certainement que suite aux exigences légales et aux nouvelles bases légales entrées en vigueur en matière d'aménagement du territoire depuis 2019, les communes ont un mandat, les communes valaisannes et même je dirais les communes suisses ont un mandat de réexaminer l'ensemble de leur territoire selon ces nouvelles exigences légales. Elles ont notamment pour objectif, selon les bases légales et les motions qui ont découlé qui ont initié et qui ont abouti à ces modifications, la volonté d'éviter le mitage du territoire. Et les communes ont justement comme objectif un de ces objectifs de revoir le développement, leur zone à bâtir pour les 15, voire les même 30 ans, afin de réexaminer, comme on appelle, le plan d'affectation des zones et leur règlement communal. Donc dans cette perspective et dans ce but, la commune de Saxon, afin d'éviter le mitage du territoire, se donne les moyens
pour permettre de mener à bien ces réflexions, une sorte d'arrêt sur image, un temps d'arrêt pour réfléchir dans un délai donné au développement qu'elle souhaite pour le territoire de Saxon. Donc, comme l'a rappelé le président, l'objectif de cette séance est de vous parler de ces zones réservées, de vous expliquer ce que sont ces zones réservées, de présenter les plans, de présenter la composition du dossier et de vous donner quelques explications, réflexions qui sont en cours au sein du conseil municipal. Lorsqu'on parle de zones réservées, de quoi parle-t-on ? Alors, le terme n'est pas tout à fait approprié parce qu'on parle de zone alors que ce n'est pas une zone. Je n'ai jamais trouvé mieux que cette illustration de cette cloche, cette mise sous cloche, parce qu'il s'agit bien de cela. Dans le cadre des zones à bâtir qui sont en force dans chaque territoire, sur le territoire notamment de la commune de Saxon, eh bien c'est une sorte de cloche qu'on vient poser sur la zone à bâtir, une cloche de manière, une situation qui est créée de manière temporaire et provisoire. L'objectif étant toujours qu'il durant un certain temps, le conseil municipal, mandat du conseil et de l'exécutif de réexaminer le plan de zone, se penche sur ce plan et aboutissent à un nouveau projet de plan de zone et de règlement. Raison pour laquelle on parle de mesures qui sont temporaires et provisoires dans l'attente d'un nouveau plan de zone. Toujours dans la perspective des buts et principes fixés par la LAT et le plan directeur cantonal, d'éviter le mitage du territoire, d'avoir une utilisation judicieuse du sol et de permettre justement cette réflexion et d'orienter pour que le conseil municipal puisse faire un nouveau projet de plan de zone qui réponde aux exigences légales et aux besoins de la commune en matière de développement. Donc aujourd'hui, les zones réservées sur le secteur montagne, c'est une réflexion sur l'ensemble des hauts de la commune. Alors ça compte une surface effectivement importante de 68 hectares. La commune a jugé nécessaire d'intégrer l'ensemble du secteur qu'on appelle montagne, c'est-à-dire le secteur de Sapin-Haut, l'Arbaret, Bovresse, la Panissière. Donc ces zones réservées, comme je vous le disais, le dossier qui est consultable, j'ai un exemplaire à papier si vous le souhaitez aussi le consulter, mais il est consultable en ligne et sur l'application de la commune, se compose d'un plan et d'un rapport avec une série de fiches reprenant les différents secteurs. Vous avez là l'ensemble, enfin un focus sur les différents secteurs qui représentent les 68 hectares. Donc on a le secteur de Sapin-Haut, le Lindeseux, on a le secteur de l'Arbaret, le secteur de la Panissière, près des champs, et le secteur encore plus en amont, le secteur de la Bovresse. Donc l'ensemble de ces zones destinées à l'habitat ont été mises sous cloche en zone réservée pour une durée de 5 ans. Vous voyez là plus en détail, on a le secteur de Sapin-Haut et de la Panissière. Je reviens juste sur un élément, c'est que ces zones réservées, on n'a pas changé l'affectation. C'est souvent un peu ce que j'entends comme remarque ou comme question dans les différentes communes pour lesquelles on a aussi déjà fait ce genre de procédure. Les gens pensent qu'on a, par la mise à l'enquête, changé l'affectation de la zone à bâtir. Il n'a pas été, la zone n'a pas, c'est vraiment cette notion de cloche qu'on met, on ajoute une mesure qui dit stop, on veut s'arrêter, on veut le temps de la réflexion, on se donne ce temps-là et ensuite on va passer un nouveau plan de zone. Raison pour laquelle vous avez sur le plan la zone à bâtir homologuée et sur laquelle on ajoute un strié rouge qu'on a
proposées, qu'on utilise dans ce genre de zones réservées, pour bien montrer que c'est vraiment, pour essayer de montrer que c'est vraiment une superposition et qu'il n'y a pas de changement d'affectation. Là, vous avez le secteur de l'Arbaré et le secteur de Bovresse également. Un autre élément concernant les zones réservées, on entend souvent parler zone réservée égale dézonage. Dézonage, pour nous, au niveau du jargon, ça veut dire qu'on passe d'une zone à bâtir à une zone à non bâtir, typiquement à une zone agricole. Alors, pas dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a, dans le cadre des réflexions, oui, ça peut être le cas, pour une partie, pour une petite partie, une plus grande partie, suivant où on se situe, mais on a d'autres mesures qui peuvent être prises dans les réflexions au niveau du projet. Vous avez là un petit schéma qui illustre avec le secteur, un secteur qui serait en réflexion, qui serait un secteur dans le plan de zone qui est en gris sur la diapositive. Et puis, on a plusieurs possibilités de réexaminer son devenir par rapport aux besoins et par rapport à ce qu'on souhaite, ce que la commune a comme objectif pour le secteur en question. Alors, effectivement, ça peut être un dézonage, c'est-à-dire qu'on rend une partie du territoire à la zone agricole, mais ça peut aussi être, par exemple, un secteur qu'on a mis en zone réservée parce qu'on veut réfléchir peut-être à se dire, mais l'affectation telle qu'elle est définie aujourd'hui, elle nous convainc moyennement ou pas du tout, elle ne répond plus à un besoin ou elle n'a pas répondu aux besoins qu'on imaginait qu'il n'y a pas eu lieu, et là on parle d'un changement d'affectation. Et puis, il y a encore un troisième cas, je dirais des grandes familles, c'est que vous avez peut-être entendu parler, il y a une spécificité dans le canton du Valais, c'est que normalement, les communes ont un mandat de définir leur développement pour les 15 prochaines années. Ça, c'est ancré dans la latte. Or, le canton, parce que donc, de manière globale, le canton du Valais est relativement fortement surdimensionné, eh bien, la Confédération a admis qu'en menant une réflexion pour les 15 prochaines années, la commune pouvait aussi se projeter pour les 30 prochaines années, pour le deuxième réexamen du plan de zone. Donc c'est ce qu'on appelle des réserves qu'on peut identifier dans le cadre de la réflexion déjà à ce stade, mais qui sont des réserves et qu'on appelle des zones d'affectation différée. Donc on peut avoir plusieurs cas, plusieurs réflexions qui interviennent avec des mesures différentes qui découleront de cette zone réservée. Et puis, il y en a encore un, c'est le statu quo. C'est que finalement, à la fin de la réflexion, ou dans le cadre de la réflexion, peut-être qu'il y a une partie, et ça sera certainement le cas, en tout cas au niveau de peut-être du secteur montagne, eh bien que peut-être il y a un maintien de la situation suivant où on se situe. Je reviendrai après sur les critères qui nous aident à faire ces réflexions et qui aident le Conseil à prendre des décisions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, le Conseil municipal est en réflexion, a réfléchi sur son... Vous avez peut-être entendu parler du périmètre d'urbanisation, qui est une première étape dans le réexamen du plan de zone, c'est-à-dire avant de s'attaquer aux zones, à proprement parler, de dire comment on garde cette zone, etc., c'est de définir le périmètre, le futur périmètre de la zone à bâtir du territoire de la commune. Ça, c'est un premier pas, c'est une réflexion qui est en cours et qui aboutira après à plus de détails au sein de la zone à bâtir. Mais à l'heure actuelle, les réflexions sont en cours et c'est pour l'instant ce qu'on peut vous donner comme information. Comment se fait cette analyse? Donc, par rapport à l'analyse du territoire, alors, c'est clair que la loi fédérale nous donne un certain cadre, le plan directeur cantonal aussi, et nous avons des critères qui permettent finalement de nous dire, mais est-ce que les terrains qui sont actuellement en zone à bâtir, construits, non construits, est-il toujours judicieux de les maintenir par rapport à tel ou tel développement ou tel besoin?
On a des critères, vous avez peut-être entendu la notion d'équipement, la notion dont on doit aussi analyser la localisation de certains territoires par rapport à une certaine centralité. On est éloigné, proche de services, proche de dessertes, proche de dessertes de transport. Et puis bien entendu, vous avez peut-être aussi vu, entendu parler tous ces éléments de danger auxquels on est de plus en plus soumis en Valais avec le changement climatique. On a notamment une aggravation des cartes de danger concernant les chutes de pierres. Eh bien, on a des conflits qui font que dans ces zones de danger élevé, il est absolument impossible de maintenir des zones à bâtir. Donc, on a des critères, on en a plus, mais ça, c'est une série de critères. Finalement, pour répondre à la question, est-ce que le terrain qu'on va garder ou non est-il constructible? Est-il raisonnablement constructible? Alors, aujourd'hui, techniquement, finalement, on peut construire partout, on est d'accord. Mais à choisir entre un terrain, il y a la topographie qui entre aussi en ligne de compte, le degré d'équipement, l'éloignement, enfin, tous ces éléments qui font des critères multiplicateurs, qui font qu'à un moment donné, peut-être que certains terrains, finalement, peut-être que s'ils n'ont pas été bâtis durant les 20, les 30, les 15, les 20 dernières années, eh bien, pourquoi ils n'ont pas été bâtis? Et on analyse ce territoire de cette manière-là, d'une part. On analyse aussi des secteurs, alors ce territoire par secteur, pardon, et non par parcelle. C'est aussi ce qu'on entend des fois. On prend, si vous voulez, un petit peu, si je peux me permettre de prendre une image, une vision un peu d'avion, et un recul, et on regarde de manière macroscopique le territoire, et pas à la parcelle, parce qu'on a des secteurs. La commune équipe ou non des secteurs, pas uniquement des parcelles. Et aussi, on analyse aussi l'évolution du territoire, l'évolution de la construction, l'évolution démographique, dans les différents secteurs de la commune. Donc ça, ce sont un petit peu les critères que vous allez retrouver sur les fiches, donc le rapport qui accompagne le plan des zones réservées où je vous ai fait les extraits, comporte des fiches par secteur et qui explique un petit peu en reprenant les critères dont je vous ai parlé précédemment, notamment, qui font une sorte de photographie, une situation à un moment X, au moment de la réflexion de la commune, pour se demander, eh bien, où se situe ce secteur par rapport au reste du territoire, sa topographie, son équipement. Une notion qui est importante au niveau juridique, c'est est-ce que le terrain est largement bâti ou pas. Alors ça, c'est une notion juridique qui se prend au niveau macroscopique. C'est pas parce qu'on a un bâtiment sur 1 hectare ou même 3 bâtiments sur 1 hectare que, d'un point de vue juridique, ça peut être dans tous les cas considéré comme bâti. Donc on a tous ces éléments, bien sûr les conflits. Alors je vous ai parlé des dangers naturels, on a des conflits aussi par rapport à des zones de protection de la nature, par rapport à la protection des cours d'eau et des abords des cours d'eau par la définition d'un espace réservé aux eaux, d'autres conflits qui pourraient être identifiés dans certains secteurs. Donc là, vous avez un exemple un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans ces fiches. 2-3 éléments encore sur les zones réservées. Donc vous l'avez peut-être, je pense, compris que ces zones réservées, elles servent vraiment à faire un arrêt pour permettre à la commune de définir ses zones et de ses réflexions et de revoir son plan de zone et sa réglementation, tout en respectant les exigences cantonales, fédérales, mais en se fixant un projet de territoire communal. D'éviter, alors le corollaire, c'est d'éviter des nouvelles constructions dans ces zones réservées durant cette période de 5 ans. Et toujours dans cette même
objectif d'éviter le mitage du territoire, d'avoir une utilisation judicieuse et rationnelle du territoire selon les objectifs de la LAT et du plan directeur. Qui est concerné? J'ai presque envie de dire tous, en tout cas toutes les personnes, tous les propriétaires qui sont sur le secteur des zones réservées, et puis également toute personne qui aurait un projet de construction, par exemple de transformation, notamment dans les Mayens, dans les périmètres en question. La procédure, quelques mots sur la procédure. Donc, ces zones réservées ont été mises à l'enquête le 24 février 2023. Elles courent jusqu'au 27 mars 2023. Elles ont la particularité, c'est un instrument d'aménagement du territoire, ces zones réservées, qui, pour garantir une sorte de précaution, ont un effet immédiat lors de la mise à l'enquête. Donc, elles sont déjà entrées en force au moment de leur publication le vendredi du 24 février. On l'a déjà dit, elles ont une durée de 5 ans, durée limitée. Il faut savoir qu'elles peuvent être, au niveau légal, elles peuvent être prolongées par l'Assemblée générale pour 3 ans. On le verra dans la slide suivante que 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle des procédures en matière d'aménagement du territoire, c'est pas beaucoup. Donc, il peut arriver que finalement, au-delà à la date, à l'échéance des 5 ans, que finalement, peut-être le plan de zone n'est pas complètement sous toit et qu'il faille peut-être avoir un délai supplémentaire pour pouvoir terminer le travail. Donc le droit cantonal donne cette possibilité par l'Assemblée primaire. Et puis dès à présent, donc les 30 jours de mise à l'enquête donnent droit à tout un chacun de faire opposition écrite dans les 30 jours au conseil municipal pour ces zones réservées. Il faut savoir qu'ensuite, si les oppositions seront, entre guillemets, ne seront pas traitées, mais la commune invitera les opposants à une séance d'information, les convoquera individuellement et ne statuera pas sur ces oppositions. C'est le Conseil d'État, en première instance, qui lui statue sur les éventuelles oppositions qui auraient sur les zones réservées. Un schéma pour vous donner la procédure et vous revenir sur ces échéances de 5 ans. La grande flèche grise représente finalement le réexamen du plan de zone et du règlement communal. On est encore relativement au début du processus avec l'entrée en force de ces zones réservées et vous voyez qu'il y a une série de pas, de procédures qui doivent être respectées, des allers-retours entre la commune, le canton, une mise à l'enquête du plan d'affectation des zones et une décision de l'Assemblée primaire où chaque fois il y aura des mises à l'enquête avec opposition possible. Donc à plusieurs étapes avant que le dossier arrive pour demande d'homologation au Conseil d'État. Donc vous voyez ici, là c'est la même échelle, mais on voit en vert en dessous qu'à chaque étape, donc on est dans la première étape où vous avez les oppositions possibles à la zone réservée, il y a un avant-projet de plan de zone qui intègre bien sûr le règlement parce que les deux choses ne vont pas l'une sans l'autre. Il y aura une information publique qui vous sera donnée sur l'état d'avancement, qui sera aussi mise en consultation, où là, les gens pourront faire des remarques, mais pas formellement des oppositions, parce qu'on n'est pas encore au stade du projet définitif. Ensuite, il y aura le projet qui va partir dans les services cantonaux, et lorsque la commune aura le retour sur les services, sur le projet par les services du canton, eh bien, il y aura la possibilité de mettre à l'enquête le dossier où là, de nouveau, tout un chacun pourra faire part d'opposition éventuelle et ensuite encore traité, décidé par l'Assemblée primaire avant que ceci retourne au canton pour demande d'homologation. Donc tout ça devrait être fait dans les 5 ans.
Je ne sais pas si vous avez peut-être vu le sujet de Canal 9 qui tourne actuellement sur un petit peu l'état des procédures et des constructions en Valais. Et il y avait une interview du nouveau chef du service, Adrian Zumstein, le service du développement territorial, qui traite justement de ces dossiers. Et puis, effectivement, ce sont des dossiers qui prennent du temps et qui prennent des mois et des mois de consultation. Donc, les 5 ans ne sont pas des années qui sont... Enfin, voilà, ça. Toutes ces étapes sont nécessaires et dans les 5 ans, il faut y aller d'une manière dynamique et d'une manière soutenue dans le travail des exécutifs communaux. Les questions les plus fréquentes que je rencontre, je pense que c'est celles que vous avez au bord des lèvres ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces zones réservées dans l'intervalle des 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je vous ai fait une sorte de petit... les questions qui reviennent le plus souvent et qu'on a constatées. Bien sûr que les zones réservées courent sur des secteurs qui sont construits. Donc une des premières questions, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux transformer? Est-ce que je peux faire quelque chose sur mon bâtiment durant cette période de 5 ans? J'ai envie de dire, ça dépend. Bien sûr que de toute manière, mais je vais vous prendre quelques exemples quand même, pour vous donner... c'est que, bien sûr, si on a un bâtiment existant, de toute manière, même sans zone réservée, le projet devra répondre aux exigences actuelles. Et ce que va essayer d'analyser également le Conseil, si une demande arrive dans l'intervalle sur la table du Conseil, c'est est-ce qu'il va être en porte-à-faux avec le projet qu'on est en train d'ébaucher. S'il arrive en porte-à-faux par rapport à ça, il va avoir tendance à être bloqué dans l'intervalle. Je prends un exemple. Et après, ça dépend des travaux, de l'envergure de ces travaux. Si par exemple vous voulez ouvrir un Velux ou transformer le balcon dans un bâtiment existant, je pense que la notion d'éviter le mitage du territoire n'a pas lieu d'être à ce niveau-là, dans le sens où vous n'allez pas aggraver, comme on dirait au sens juridique du terme, la situation. Par contre, si vous voulez faire une annexe, ou si vous voulez faire, ou si on veut avoir un deuxième logement, par exemple, supposons qu'on a un premier logement, puis qu'on veut y faire un deuxième logement, et puis que peut-être que le Conseil réfléchit à se dire, mais est-ce que c'est vraiment judicieux de garder tout ce secteur en zone à bâtir pour X raisons et selon certains critères, bien là, effectivement que peut-être, si, mais je dis bien si, la réflexion du Conseil va plutôt dans le sens de dire, mais là, on va peut-être attendre pour développer ou même renoncer au reste du développement, eh bien à ce moment-là, c'est clair que là on est dans le sens où on a plutôt tendance à être en conflit avec éviter le mitage du territoire, et là il faudra stopper. Mais c'est une analyse qui va devoir se faire de cas en cas. Très difficile de dire comme ça aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait être admis, pas admis. Ce que nous on propose et ce que le droit cantonal propose, c'est que si vous avez des projets, avant de faire un dossier fourni de mise à l'enquête, c'est de prendre langue avec le conseil communal sur la base d'une esquisse. Il y a la possibilité de faire une demande de renseignement qui est plus légère et puis qui permet au conseil de comprendre quel est votre projet puis de se positionner par rapport à ça. Ça, c'est pour les cas de transformation bâtiments existants. Peut-on construire une nouvelle construction? A priori, non. Parce que justement, on ne sait, en fonction des secteurs, on ne sait pas quelles vont être les réflexions et les résultats, l'issue de la réflexion au niveau du canton. Sauf si on sait que dans le secteur en question,
eh bien, il y aura un statu quo, où il y a un maintien de la zone, ou parce qu'on est dans un secteur central, ou parce qu'on est pour des raisons XY. Mais sur le principe, c'est plutôt négatif. On a des questions aussi, puis surtout puisque on est dans la zone des Mayens, on a pas mal de chalets. Est-ce que par rapport à la Lex Weber, par rapport à la LRS, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut vendre, est-ce qu'on peut faire des transactions immobilières par rapport à des biens? On est dans le sens où, effectivement, que ce soit une résidence principale, une résidence secondaire, le bâtiment existe, la situation est faite, donc oui, c'est possible. Après, par contre, l'acheteur doit savoir qu'il est en zone réservée et puis que le risque éventuel qu'il peut prendre. Mais ça n'empêche pas les transactions immobilières. Et puis il y a un élément aussi, c'est il y a des questions qui arrivent concernant le droit à une indemnité durant la période de zone réservée, par rapport au fait que finalement vous ne pouvez pas réaliser votre bien, vous ne pouvez pas réaliser peut-être un projet. Alors il y a de la jurisprudence assez abondante, qui est assez claire sur ce sujet-là, qui dit que non, il n'y a pas d'indemnité durant une période de zone réservée, parce que finalement la période de zone réservée court sur une partie de la durée de validité du plan de zone, et ça n'empêche pas la possibilité après ou avant de réaliser. Donc ça, c'est un petit peu les éléments qu'on rencontre le plus souvent en termes de questions. Donc voilà, moi j'ai juste pour rappeler encore effectivement que ce dossier il est consultable jusqu'à fin mars. Le délai d'opposition court jusqu'à la fin mars, que le dossier est consultable sur le site de la commune, sur l'application également mobile Saxon, et puis le dossier papier reste toujours consultable à la commune, je pense aux heures d'ouverture. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous restons bien évidemment à disposition pour vos questions. Merci Madame Dubuis. Comme elle a évoqué avec ces précisions, tous ces arguments, nous sommes conscients que ce soir vous avez des questions à notre attention. Alors c'est volontiers qu'on ouvre les questions. Et comme nous avons Télésaxon qui nous accompagne, c'est juste la personne qui se présente juste pour le micro afin que tout le monde puisse l'entendre. Alors là, il y a M. Ekwe qui a le micro. On passe, personne qui désire s'exprimer. Madame, un petit instant, il va arriver. D'Acosta Dominguez-Christel, propriétaire dans les Mayens de Saxon. J'ai juste quelques questions, parce que là, vous parlez d'un projet, mais vous ne donnez absolument rien sur ce projet. C'est quoi votre projet, finalement? Comment est-ce qu'on peut faire une opposition si on ne sait même pas de quoi vous parlez? Alors, peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé dans le rapport. Dans le processus, cette première étape de mise à l'enquête est une première étape dans les réflexions qu'a menées la commune de Saxon. Elle a défini ses objectifs qui sont dans le rapport. Si vous voulez, à partir de la page 4, 5, vous avez les objectifs communaux qui sont poursuivis en matière de positionnement de la commune par rapport au niveau régional, par rapport à l'urbanisation, par rapport au transport, à la mobilité, au niveau économique, au développement agricole et puis au niveau environnemental, nature et paysage. Donc moi, je vous invite peut-être à voir ce rapport avec les différents objectifs qui sont encore, alors vous l'avez clairement souligné, à l'état de projet. Oui. On est d'accord. Mais c'est un petit peu, si vous voulez, les idées dans les différentes thématiques, le fil rouge que le Conseil va suivre pour ces réflexions et pour les propositions qui vont découler. Parce qu'on est bien d'accord qu'après, ce sera fait avec l'accord de la population. On est bien d'accord. Alors oui. Parce que vous dites que ça rentre en force. Donc, vous voyez, quand on entend, ça rentre en force. La zone réservée.
Mais après, par la suite, le reste ne va pas rentrer en force, on est bien d'accord. Après, comme je vous ai expliqué, je peux revenir en arrière. Bon, j'aurais aimé que ce soit le président qui réponde. C'est tout un processus où à plusieurs étapes, vous allez être consulté. Vous êtes gentil. Voilà, ouais. Oui, donc consulter, ouais. Consulter, mais vous avez de voix en tant que propriétaire, en tant que personne concernée, droit à faire valoir justement vos droits et éventuellement faire opposition si le projet ne devait pas vous satisfaire. Voilà. Puis on parle de mitage, mais oui. Il me semble que dans la zone Mayen, on s'est pas étendu comme des fous, alors qu'en bas en plaine, ça n'arrête pas. Ça construit partout. Et il n'y a pas de zone réservée en plaine. Oui, vous avez raison. Pourquoi donc ? Alors, vous avez tout à fait raison. Le développement est essentiellement sur la plaine et les besoins pour Saxon en termes de développement sont notamment en plaine. Maintenant... sont en plaine. Les besoins de la population sont en plaine. Les besoins de développement au niveau communal, on les constate plus en plaine. Ouais. Où c'est là qu'on a quand même les activités économiques, c'est là qu'on a le plus de services, c'est là qu'on a vraiment... Vous voyez, c'est vrai qu'en haut, on n'a pas grand-chose. Voilà. On se demande bien pourquoi. Par contre, il faut savoir aussi peut-être un élément, et merci de poser la question, c'est qu'effectivement, les réponses, enfin, si vous voulez, les communes, quand elles vont déposer leur projet au Conseil d'État, enfin au canton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la révision de la LAT et du plan directeur cantonal, il y a un changement de paradigme assez important qui a été... Paradigme, oui. Encore une fois. Parce que, si vous voulez, maintenant, on a une situation, on a eu tendance par le passé à penser que, puis on est un petit peu comme ça, c'est que de dire, on est en zone, on va pouvoir rester ad aeternam en zone à bâtir. C'est plus le cas. C'est-à-dire que la Confédération, le législateur fédéral, ne veut plus que des terrains ne soient pas justifiés, même s'ils sont existants, même si aujourd'hui on a de la zone à bâtir. Donc les communes vont devoir justifier le maintien également de la zone à bâtir existante. Et les questions, les critères s'appliquent pour toutes les zones à bâtir, y compris pour les zones dans les secteurs des Mayens. Et y compris les zones en plaine. Et voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, la commune va devoir justifier aussi le maintien le maintien ou le non-maintien de zones à bâtir. Ouais. Et le maintien de zones, et on constate qu'on a quand même une série de surfaces, de zones dans les Mayens qui ne sont pas construites. Oui. Et il va falloir si la commune veut les maintenir, elle doit les justifier dans son développement. Donc c'est un petit peu... la justification est plus facilement compréhensible au niveau de la plaine. Par contre, la commune veut réfléchir au développement qu'elle veut pour le secteur des Mayens. Parce qu'il faut aussi savoir que zone à bâtir implique aussi des obligations pour les communes. Équipement. Oui. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Ben justement. Desserte en transport public. Oui. Et c'est un critère non négligeable dans l'analyse de la Confédération du canton. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? En partie, oui. Merci. Je reviendrai après. S'il y a quelqu'un qui veut parler. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, comme en fait dans les critères, il y a justement ces zones en fait qui sont finalement équipées ou non, etc. dans les zones. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au bâti actuel ? C'est-à-dire que est-ce qu'on risque dans ce bâti d'avoir des pertes de soutien de la commune dans les équipements, les infrastructures mises en place par rapport aux gens qui vivent sur place ? Je prends un exemple tout simple, le buste scolaire dans les Mayens. Si tout d'un coup, j'imagine que dans la zone réservée, il n'y a pas de risque parce que ce n'est pas un changement de zone. Si, ce qui risque bien d'arriver, une bonne partie de ce bâti passe en zone
en zone agricole, parce que c'est quand même, on ne se le cache pas, le but d'une zone réservée, c'est de finalement faire des changements d'affectation de zone pour répondre à la latte. Donc en soi, on est dans une zone d'attente, mais qui va vers l'idée de dézoner une bonne partie de la zone des Mayas. Est-ce que si on dézone ces zones, voilà, comme il y a déjà des habitations, il y a déjà des enfants, est-ce que vous savez ce qu'il en est au niveau de la loi fédérale par rapport au transport scolaire ou ce genre de choses? Est-ce que ça changerait quelque chose ou finalement on est soumis à la même loi parce qu'il y a déjà en fait des habitants qui y vivent et qui ont des besoins, voilà, avec voilà, une juridiction fédérale? Par rapport au transport dans les Mayas, si on prend le transport orienté par les enfants, donc aujourd'hui, il y a une jurisprudence, puisqu'il y a l'arrêt du tribunal fédéral qui est clair, que nous devons assumer les transports scolaires pour les élèves. Mais dans le cadre de l'arrêt du tribunal fédéral, ce dernier a été également très clair, c'est que la commune a l'obligation de ce transport scolaire. Aujourd'hui, il est assumé par carte postale, mais demain, à tout moment, l'exécutif peut revoir le transport scolaire s'il y a un lien d'économicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui nous sommes autour de 30 élèves qui sont desservis avec le carte postal. Si demain le coût de rémunérer les parents ou les coûts de payer un transporteur, que ce soit carte postale ou un autre transporteur, le coût est bien plus faible pour l'ensemble de la collectivité de rémunérer les parents, l'exécutif pourrait revenir à rémunérer les parents, et à ce moment-là, c'est les parents qui s'organisent pour avoir un transporteur. Donc ça, c'est la jurisprudence qui est tombée, c'est l'arrêt du tribunal fédéral, puisque nous avons été jusqu'au tribunal fédéral, et cette décision est claire et précise aujourd'hui. Donc il y aura toujours un transport scolaire, et ce qui s'effectuera par l'exécutif qui mandate une société via donc aussi le mandat que nous avons, puisque ce sont des mandats qui doivent passer au niveau des marchés publics, ou alors demain les parents qui sont rémunérés. Pour l'heure, donc, il n'y a aucune volonté de l'exécutif de revenir en arrière par rapport à ce transport scolaire et la situation actuelle, mais il est vrai que nous avons rencontré dernièrement au niveau de carte postale pour avoir des informations complémentaires, et aujourd'hui de voir si demain, donc nous sommes au-delà de 30 élèves, est-ce qu'il faut organiser donc 2 bus ou est-ce que ce sera un car un peu plus important qui fera le transport. Quant aux personnes des Mayas qui nous ont sollicité pour savoir s'il y a une possibilité de mixité avec le transport actuel, donc malheureusement pour l'heure il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire de pouvoir faire des transports de personnes en parallèle. Nous avons encore eu une séance il y a 3 semaines avec un projet qui est en cours en Suisse allemande, où là donc il y aurait dans le futur la possibilité d'avoir comme une sorte d'application que nous avons sur l'application Saxon, c'est une application carte postale où les gens pourraient commander d'avoir un bus qui vienne les chercher. Donc à ce moment-là, c'est une personne, c'est un chauffeur qui ferait ces déplacements et qui viendrait chercher à domicile les personnes. Mais pour l'instant, donc c'est encore à l'étape d'avant-projet, et la commune, on s'est positionné, si demain donc le projet est élargi au niveau des cartes postales, d'avoir ce véhicule. Ce véhicule était devant l'administration communale il y a 3 semaines en arrière, où ils sont venus nous le présenter. Je vous remercie. Donc du coup, j'ai bien retenu qu'en fait, il n'y a pas de changement si ça passe en zone à non bâtir par rapport à la décision. On est sur la même base légale que ce qu'il y a eu lors de la décision du... Voilà. Et puis, j'avais une autre question. Vous avez dit qu'il y a 68 hectares qui sont considérés par cela. Moi, je voulais savoir, parce qu'on sait que c'est une contrainte pour les communes. C'est pas juste comme ça, par choix. Enfin, il y a la LAT qui, finalement, vient amener certaines contraintes pour l'habitage du territoire. Et puis, je voulais savoir, pour la commune de Saxon, je pense que vous avez les chiffres, c'est quoi finalement les zones qui sont demandées d'être dézonées? Enfin, au final, on peut s'attendre à combien d'hectares qui seront réellement dézonés dans 5 ans par rapport à ce qui est demandé pour être conforme au cadre légal? Je vous remercie de poser cette question.
Alors, la commune de Saxon, effectivement, a une situation où elle n'a pas de surdimensionnement. Donc, elle n'a pas de surdimensionnement, elle n'a pas d'exigence de mettre des zones réservées au sens où le canton l'exige pour des communes qui sont surdimensionnées. Mais, je vous rappelle que, comme quand j'expliquais qu'il y avait ce changement de paradigme au niveau de la latte, ce qui était aujourd'hui, demain dans le projet, tout ce qui va être proposé par la commune comme nouvelle zone à bâtir ou comme maintien de la zone à bâtir pour des territoires devra être justifié. Et cette réflexion, elle se mène actuellement sur le secteur et la commune de Saxon a souhaité pour l'ensemble du territoire des Hauts bloquer provisoirement pour pouvoir mener cette réflexion. Mais il n'y a pas de surdimensionnement constaté aujourd'hui au sens de la latte. Par contre, l'instrument d'aménagement du territoire qu'est la zone réservée permet justement de bloquer quand une question se pose. Bonsoir. Je vais peut-être rebondir un peu sur les deux questions, peut-être pour, je pense, une crainte qui est un peu générale, c'est que donc, il n'y a pas de besoin absolu, mais ça fait 3 ans que je suis là et j'ai un peu l'impression que l'orientation de la commune, c'est que les Mayens, moins il y a de monde, mieux c'est. Par exemple, en citant l'affaire du bus. Et c'est un peu pour demander, voilà, quelle est la direction de la commune, du coup, qu'est-ce qui est voulu au fond, parce que le projet est quand même les points, les critères qui sont mis dans le dossier du projet sont tellement généraux que finalement, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Enfin, c'est mon impression, et je voulais savoir quelle était la direction, en fait, parce qu'il n'y a rien de clair. Peut-être, avant que le président réponde à votre question concernant la direction, d'un point de vue de l'aménagement du territoire et puis du travail qui est mené, il n'y a pas de décision qui est encore faite, qui est encore prise. Les réflexions sont en cours. Maintenant, il faut quand même savoir, c'est que la desserte en transport public, pas uniquement scolaire, mais transport public, c'est un critère pour maintenir ou non la zone à bâtir. Voilà. Alors, mais il y a d'autres critères aussi. Voilà. Mais c'est un critère et la Confédération est très à cheval là-dessus. Mais je parle bien de manière générale, c'est-à-dire oui, un cas concret de manière générale aussi. Qui montre un peu l'orientation de la commune vis-à-vis des Mayens. Là, je laisse peut-être la parole au président s'il souhaite compléter. Par rapport à tous les éléments qui ont été évoqués, donc demande est-ce qu'il y a une vision, une stratégie. Donc aujourd'hui, comme ça a été évoqué, donc cette mise sous cloche donc, qui est impopulaire, nous sommes conscients pour certaines personnes les critères et les exigences, mais les éléments qui sont analysés, donc qui nous ont été apportés par un bureau justement neutre, qui peut venir avec son expérience, avec la vision qu'elle a des travaux qui sont effectués d'accompagnement avec d'autres communes, et puis aussi avec l'évolution et les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire. Alors, dans les réflexions qui sont portées, ce sont des réflexions où aujourd'hui, dans la zone actuelle, nous avons des zones où l'on doit traverser des zones de danger naturel pour accéder à certaines parcelles. Donc dans le futur, est-ce que l'on sera toujours autorisé? Est-ce qu'on aura toujours donc, ces zones où on doit traverser des zones de danger pour accéder à ces parcelles? Est-ce qu'il est logique de laisser ces zones en zone à construire? Ou d'avoir un jour un accident puis dire vous le saviez? Donc c'est une des réflexions par rapport à la zone des dangers. Il y a une autre réflexion qui est portée, et cela a été dit, aujourd'hui par rapport à nos infrastructures. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déficitaires en infrastructures et demain, si des gens viendraient à construire dans des secteurs limitrophes qui sont
très proche de cet extérieur de la zone à bâtir, et est-ce que là nous avons des coûts importants pour amener des infrastructures dans ces secteurs. Donc il y a aussi l'analyse qui se met en parallèle, et on s'aperçoit que dans certains secteurs, pour amener encore certaines infrastructures pour 1, 2 ou 3 constructions, nous serions avec des coûts qui seraient vraiment très très importants. Également dans les discussions qu'il y a, donc c'est tout ce qui touche ces conflits de zones danger, donc j'en ai parlé, de protection aussi, protection des sources, avec tous les éléments aussi, avec les exigences qui deviennent de plus en plus techniques et de plus en plus importantes. Donc au niveau des secteurs des Mayas, il y a des secteurs où nous avons des sources à proximité. Également par rapport à la périphérie, j'ai expliqué, et au niveau des zones non équipées. Et les terrains en pente, comme ça a été dit, donc aujourd'hui, les capacités de construire dans ces terrains, donc les techniques existent, mais là aussi, nous avons mis sur pied une commission urbanisme qui siège tous les jeudis avec des professionnels, donc des architectes de Saxon qui accompagnent M. Bertrand Med, qui est le responsable des constructions, et où là, on s'aperçoit aussi que nous avons des lacunes dans la situation actuelle. Alors, ça a été évoqué. Cette décision qui est impopulaire, c'est une décision qui nous permet d'avoir une photographie précise de la situation actuelle. Pour vous toutes et vous tous, donc vous avez des projets de rénovation, vous avez des projets qui sont en cours, nous sommes à votre disposition, donc sur rendez-vous, vous demandez au secrétariat ou pendant les heures d'ouverture, mais nous sommes à votre disposition pour analyser votre situation et puis vraiment pouvoir vous donner des arguments clairs et précis par rapport à votre situation. Ok, merci. Bien. Passez le micro, s'il vous plaît. J'ai bien compris. On peut bien construire pendant 5 ans. Non. Mais les restrictions seront quand même d'une certaine mesure. Mais ça va dépendre de cas en cas. Et comme je l'ai dit et comme vient de le redire le président, il faudra analyser de cas en cas les situations. Moi, j'aimerais juste demander si le dossier qui est à la commune est plus développé que ce qu'il y a sur Internet. Parce que j'ai été sur Internet, j'ai trouvé les zones, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait tout ce qui a été montré à l'écran ce soir. Oui, à la de commune, donc vous pouvez demander au service des constructions et puis on vous présente donc le dossier et le rapport qui est établi, et puis après spécificité par rapport à votre parcelle ou vos parcelles, donc tout à fait. Donc c'est plus développé le dossier papier, quoi. On a le dossier donc, qui est aussi donc, argumenté avec les plans, mais là donc notre secrétaire dit que ce qui est à disposition, moi que vous n'avez pas tout vu le dossier, donc c'est... Ce qui est déposé papier, c'est identique à ce qui est en Oui, ligne. mais c'est juste On peut pour avoir des savoir si... renseignements complémentaires précis dans l'échange, mais en lecture, c'est le même Oui, dossier. c'est pour savoir si ça valait la peine d'aller à la commune ou pas. Mais c'est le même dossier, C'est ça. vous pouvez le faire. Ça vaut venir la peine de venir à la commune si vous avez des questions précises par rapport à votre situation. On va pas vraiment personnaliser nos arguments. Vous parlez de dézonage, mais à l'inverse. Le projet, est-ce qu'il prévoit de mettre en zone constructive des zones qui actuellement sont agricoles? Non. Oui. La question n'est pas là ce soir. Non. Parce que si on prend de la densité dans les Mayas, on peut la répercuter sur la Passez le micro. Non, la question était, si on prend de la densité dans les Mayas, est-ce qu'on peut la répercuter sur la plaine? Et oui. Oui ou non? Pour l'heure, donc dans les discussions, il n'en est pas le cas. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Je dis, pour l'heure, les discussions, il n'en est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes 7000 citoyennes et citoyens à Saxon. Dans la projection qui est faite, donc par rapport au plan d'affectation de zone actuel, le règlement des constructions actuelles, si l'on densifie
la zone par rapport à ce qui est déjà en place depuis 2013, nous pourrions être à Saxon à l'extrême 17 000 citoyennes et citoyens par rapport à la situation actuelle. Mais là, on va dans l'extrême, donc des cas concrets, donc à la rue du Pont, où il y a une villa qui a été vendue dernièrement, où les nouveaux acquéreurs ont un projet entre 20 et 23 appartements. Donc si on prend des situations, mais de nouveau extrêmes comme celle-là, par rapport au plan d'affectation de zone actuel et règlement des constructions actuelles, nous serions à 17 000 habitants. Ouais, j'avais une seconde question. Ayant une demande de construction en cours qui a paru dans le bulletin officiel fin de l'année dernière, où semble-t-il il n'y a pas eu d'opposition, j'étais toujours par le retour au niveau cantonal. Qu'en est-il? Ça sera d'office bloqué? Alors c'est un dossier, donc comme c'est privé, on vous discutera avec vous en privé, et puis on prendra... La question c'est est-ce que oui Alors ou non? écoutez, on reprend votre dossier en privé, vous venez à la commune, on analyse vos dossiers, vous aurez donc des arguments par rapport à vos dossiers. Donc ce soir, on est une soirée d'information générale. Et c'est général, il y en a, je suis pas le seul. On y répondra donc lorsque vous viendrez avec votre dossier et on vous donnera la situation exacte de vos dossiers à ce moment-là, monsieur. Oui. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de défraiement pendant la zone de réserve, étant donné qu'on ne sait pas si finalement il y aura un dézonage ou pas. Mais si d'aventure dans 5 ans ou dans 8 ans il devait y avoir un dézonage, est-ce que là il y a des défraiements pour les propriétaires? Parce qu'on pourrait imaginer des gens dans les Mayens qui finalement perdraient de la valeur de leur habitat. Et puis on pourrait imaginer justement des zones peut-être en plaine, même si ce n'est pas encore le projet, qui prendraient de la valeur. Est-ce qu'il y a en fait un espèce de vase communicant pour qu'il n'y ait pas des perdants et des gagnants de manière absolue au niveau financier? Parce que ça a quand même un gros impact financier pour les habitants du Mayen. Alors, pour répondre à votre question concernant les indemnisations possibles, effectivement, pendant la durée de la zone réservée, la jurisprudence dit que ce n'est pas le cas. Par contre, une fois que le projet sera sous toit et sera homologué par le Conseil d'État, le nouveau projet avec les mesures et éventuellement des changements ou des dézonages, là, ça ouvre la possibilité à avoir une procédure de demande d'indemnisation, mais l'issue, la demande peut être faite, par contre l'issue de la procédure, eh bien, ça c'est... Mais qui décide? C'est la commune qui décide ou c'est quelque chose de alors cantonal? ça c'est au niveau cantonal. Au niveau cantonal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est par contre par rapport à votre deuxième question, c'est que en fait, ce qu'il faut avec la nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire, il y a la plus-value, ce qu'on appelle la plus-value. Ça, c'est un élément qui n'est pas nouveau, ça a toujours été dans la latte, mais ça n'a jamais été appliqué dans la plupart des cantons suisses, et ça devient une obligation. C'est-à-dire qu'il y a presque maintenant 50 ans, quand la latte est entrée en vigueur, et qu'il y a eu la première séparation, si on veut, si je fais un peu d'histoire, entre les zones à bâtir et les zones à non bâtir, eh bien tous les chanceux, par rapport à ceux qui sont restés en zone agricole, eh bien, qui avaient finalement une plus-value de pouvoir construire, n'ont jamais été taxés, alors que le droit donnait la possibilité. Mais ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, la révisée, le législateur fédéral dit stop, ça ne va plus. Donc maintenant, si vous voulez, parallèlement au nouveau projet de plan de zone, eh bien, il y a des cas où il y aura des appels en plus-value par rapport à des gains sur la possibilité de construire, soit nouvelle parce qu'il y a une extension de zone, soit par rapport à des possibilités de construire supplémentaires à ce qu'il y avait à l'inverse. Et l'idée, c'était que ceux qui étaient perdants dans des cas de dézonage, eh bien, soient indemnisés par c'était ce système de plus-value. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence, parce qu'on a aussi beaucoup de jurisprudence à ce niveau-là, eh bien, il y a encore pas mal de cas, c'est en fonction de la situation communale, eh bien, il n'y a pas forcément d'indemnisation dans le cadre des réexamens de plan de zone. Et on sait quels sont les critères?
Alors, il y en a un tas, il y en a tous les jours des nouveaux, et puis la jurisprudence par définition, on sait que, en tout cas, une commune qui est surdimensionnée, reconnue comme étant surdimensionnée avant même qu'elle fasse le processus de réexamen, eh bien, au final, le redimensionnement ne donne pas droit à indemnisation. Parce qu'on est dans un cas de surdimensionnement qui n'aurait pas dû exister à la base. Je ne veux pas rentrer dans des termes techniques et juridiques de non-classement et de déclassement, mais voilà, c'est un petit peu les cas. Mais la jurisprudence, elle avance avec les projets aussi. Il y en a tous les jours des nouvelles. Et donc, c'est difficile à vous répondre actuellement par rapport à ça. Mais c'est plutôt assez pessimiste. Je ne sais pas qui est avant qui. Bonsoir. Bonsoir. Petite question à Madame Dubuis. Vous avez une grande expérience dans ce type d'exercice. Vous savez qu'à Saxon, on a une péréquation financière. Et cette péréquation financière tient compte du développement de la commune, des zones pleines, Maya. Est-ce qu'en mettant sous cloche la zone Maya, la commune ne risque pas d'avoir une diminution, même partielle, de la péréquation financière? Alors, merci de la question, mais au niveau péréquation financière, ce n'est pas vraiment mon domaine. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la situation particulière entre la plaine et la montagne. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Ça sort du champ strictement de l'aménagement du territoire. Par rapport à la perte de la péréquation financière, donc les informations qui ont été prises aujourd'hui, donc il n'y a aucun indice qui donne à ce que l'on perdrait la péréquation financière dans les Mayas par rapport à la zone réservée. Et puis, deuxième question, alors peut-être plus précise pour Madame Dubuis. Là, je pense qu'elle pourra me répondre. Selon le plan directeur, la fiche C1, on est une commune classe A. Catégorie A, Voilà. oui, non surdimensionnée. Non surdimensionnée. On pourrait demander d'ouvrir le PU. Merci de poser la question. C'est bien juste. Oui, en C'est-à-dire théorie. que la commune pourrait demander d'ouvrir des zones à construire. Oui. Ok, merci. Alors, en théorie, j'explique pourquoi en théorie. Parce que, donc, effectivement, ce n'est pas la seule commune. Hein. Il y a une série de communes de la plaine qui sont considérées comme non surdimensionnées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est tant que le canton du Valais, la somme des communes, si on veut bien, est et demeure surdimensionnée, eh bien, aucune commune qui n'est pas surdimensionnée pourra augmenter sa zone à bâtir. Donc, c'est le canton, le SDT, qui gère finalement ces différents dossiers. Et c'est lui qui doit rendre des comptes à Berne, parce que donc, cette année, le canton va devoir faire son rapport à la Confédération, parce que ça va faire 4 ans que la fameuse fiche C1 et le reste du plan directeur est entré en force. Et chaque 4 ans, le canton doit faire son rapport à la Confédération pour donner l'état d'avancement du développement et de la correction, finalement. Et puis, alors, je ne connais pas ces chiffres au niveau cantonal, c'est un secret bien gardé. Mais, donc, effectivement, les communes, même celles qui, en théorie, pourraient prétendre à des extensions de zones à bâtir, ne peuvent effectivement pas le faire tant que le canton du Valais est considéré par la Confédération comme surdimensionné dans sa globalité. Donc, ils ne peuvent pas dédommager les zones qui passent en zone à bâtir, en zone agricole, actuellement. Ils ne peuvent pas dédommager. Dédommager les propriétaires qui passent... Qui ne peut pas dédommager? Si les communes ne peuvent pas ouvrir les zones, oui. Ils ne peuvent pas dédommager les personnes qui perdent leur zone. C'est là que le système a mal à la patte. Mais c'est mon avis personnel. Ok, moi j'ai encore une question. Est-ce qu'on pourrait revoir les plans de zone réservés au niveau de l'Arbaret, par exemple?
voulez voir le plan, c'est ça? S'il vous plaît. Alors, attendez, je vais faire une Faites marche ça. arrière. On a le temps. Bon, je ne sais pas si ça rendra bien. Celle-ci, par exemple, ça va À très, droite, très ça bien. va? Voilà, il y a une petite zone tout en haut qui n'est pas dans la zone réservée, là. Juste là, une espèce de petite bulle qui est là au milieu. Une bulle violette? Non, elle est plutôt verte. Genre, elle n'est pas dans la zone réservée. C'est de la zone d'affectation différée. C'est exactement le secteur dont parlait le Non, président. la toute petite, hein, je parlais de la toute petite Alors, qui est au attendez. milieu. Vous voyez, qui fait comme une goutte. Vous voulez le numéro de la parcelle? C'est le numéro 6574, si vous voulez. Voilà. Vous voyez laquelle je veux dire? Elle se trouve tout au milieu, là. Alors moi, je ne vois pas Voilà. votre goutte, je m'excuse, mais... Là, tout en haut, vous avez la petite partie violette. Après, ça fait comme un petit décrochement. Après, c'est tout en zone réservée. Et puis, tout au milieu, il y a une goutte. Voilà. Et déjà, on va parler de celle-là. Donc, pourquoi celle-ci, elle n'est pas en zone réservée, cette parcelle? Alors, vous voyez que... On va parler de celle-là, Alors, déjà. Ça doit être de la forêt. Vous voyez qu'il n'y a pas de zone... Dans la goutte, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas cette zone bleu ciel. D'accord. Donc, c'est La zone bleu ciel, c'est la zone à bâtir. D'accord. Donc, pour clarifier, pour simplifier, on n'a pas affiché absolument tout sur ce plan, sinon ça aurait été compliqué, puisqu'on a mis Donc l'orthophoto là, on dessus. ne peut pas construire. Il n'y a on pas est de zone à d'accord, bâtir. hein. C'est pas une zone à C'est pas bâtir. une zone à bâtir. Voilà. D'accord. Et puis, je reviens peut-être juste sur la violette. Pourquoi elle n'est pas en zone réservée avec un strié rouge? Parce que c'est La carrière. C'est la carrière, exactement. Donc, on n'est pas dans des zones qui sont destinées à l'habitat. Mais donc, on a des petits bouts de forêt à l'intérieur. On le voit si on regarde l'orthophoto dessous. On a une autre petite parcelle, 5825, je ne la trouve pas là-dedans parce qu'il n'y a pas les numéros, donc qui est en zone à bâtir, hein, mais qui n'est pas dans la zone réservée. Alors, ça m'étonnerait parce que normalement, toute la zone à bâtir est dans la zone réservée. C'est la commune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette petite... enfin, elle n'est pas si petite, mais c'est la zone... Bon, il marche pas sur le... mais c'est cette zone un peu... Je ne sais pas comment vous la voyez, bleue, verte, un petit peu sur le bas. Voilà. Alors ça, c'est pas de la zone à bâtir non plus. C'est de la zone d'affectation différée. C'est de la zone qui est déjà comme ça dans le plan de zone parce qu'on a les zones de source. C'est ce dont parlait le président avant. On a des zones de source au milieu de la zone qui fait qu'on ne peut pas... Il faut savoir que dans des secteurs, dans un certain périmètre du captage des zones, des eaux d'approvisionnement en eau pour la commune, il est interdit de construire pour des raisons de pollution, de risque de pollution. Donc on est dans des secteurs. Donc, mais normalement, et on a vérifié, l'ensemble de la zone à bâtir destinée à l'habitat des Mayens est en zone réservée. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette présentation. Si on comprend bien, la démarche elle n'est pas motivée par la nécessité d'économiser des surfaces à bâtir par rapport au bilan de la LAT, parce que la commune n'a pas à faire ce travail. Donc on comprend qu'il y a d'autres critères qui ont motivé cette action impopulaire de zone réservée. Donc la commune, elle a besoin de le faire. Ce qu'on comprend, c'est que les conséquences pour nous, propriétaires sur le coteau de Saxon, elles peuvent être à l'échelle de la parcelle, si on est proche d'une source par exemple. Elles peuvent être à l'échelle du quartier si on traverse une zone de danger, ou elles peuvent être à l'échelle de la zone complète à bâtir des Mayens si on parle de la question de la mobilité et du critère d'obligation de desservir le secteur. Donc on a là très rapidement 3 scénarios à différentes échelles. Ma proposition c'est la suivante: si la commune devait développer ces prochaines années des scénarios grande échelle, avec des impacts importants sur les aspects financiers de plusieurs propriétaires, donc quelque chose de massif en termes d'adhésion populaire, je dirais, c'est peut-être de lancer un processus d'accompagnement participatif pour qu'on ait la possibilité de réfléchir à comment valoriser ce qu'il y a de bien sur le secteur des Mayens, cette qualité de vie, et que si on devait perdre quelque chose d'un côté en termes d'aménagement du territoire pour des raisons qu'on pourrait comprendre, que de l'autre, on puisse construire avec vous un peu l'avenir des Mayens pour quelque chose d'enrichissant pour les propriétaires et qu'on puisse, si on perd la zone ou une classification de zone, mettre en contrebalance peut-être une qualité de vie sur les Mayens qui ferait que
la valeur du terrain et des habitations ne chuterait pas, parce qu'au final, c'est ça notre préoccupation, propriétaire souvent avec hypothèque, c'est qu'on garde un ratio de valeur qui nous permette de couvrir les hypothèques des biens. Donc voilà, merci de penser à nous dans une démarche participative dans le futur, si vous pensez à des modifications à large échelle. Nous avons bien pris connaissance de votre proposition et on va en tenir compte. Oui. Oui, bonsoir. J'aurais une question. Enfin, une question, c'est pas moi, c'est mon voisin qui m'a demandé de la poser parce qu'il habite le canton de Fribourg. Il n'est pas là ce soir. Il m'a dit, dans la zone réservée, est-ce que le service communal sera toujours assuré? C'est-à-dire, par exemple, les routes, l'entretien des routes ou la réfection des routes communales. Alors, la zone réservée ne va rien changer actuellement. Vous êtes... comme on l'a dit, l'affectation des zones, elle demeure. C'est le jour où un nouveau projet va arriver, que là, peut-être, il y a des changements, mais on en a déjà parlé en partie, c'est pas forcément... en tout cas la volonté communale. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de changement. Les choses vont se poursuivre comme elles sont actuellement. Je ne sais pas si Monsieur le Président, vous voulez préciser. Non, c'est bon. Voilà. Ok, et puis il m'avait aussi dit, parce que lui, il est très intéressé, parce qu'il est capitaine des pompiers dans la commune où il habite, sur Fribourg, il m'a dit, si mon chalet brûle, est-ce que je pourrais le reconstruire? Voilà, alors je vous pose la question. S'il demeure en zone à bâtir, oui. Si il devrait, par malheur, passer en zone agricole, par exemple, la loi sur les constructions, ça mériterait que je vérifie. Je l'ai là, si vous voulez, je peux répondre, je peux juste vérifier. Mais le changement d'affectation, la transformation, voire la reconstruction, selon la nouvelle loi sur les constructions, devrait être possible. Mais je mets le devrait parce que j'aimerais vérifier. Mais je peux regarder, puis je vous réponds après, peut-être, si vous voulez. D'accord, merci. Moi, j'aimerais juste faire la remarque que vous avez dit qu'il n'y avait pas de plus-value. Je suis bien placée pour savoir, il y en a une deux sur sa parole. Je m'excuse, mais je n'ai pas compris. Tantôt, vous avez dit qu'on n'a jamais appliqué les plus-values. Oui. Ça, c'est totalement faux parce qu'on en a eu deux à sa parole. Alors, il faut faire attention, peut-être que vous parlez de taxes, mais la plus-value... Ah, pour la route, mais ça c'est autre chose, c'est l'équipement. Alors... C'est vraiment pas un avantage quand vous êtes déjà... Parce que quand on vous dit votre terrain, il aura de la valeur quand vous allez le vendre, nous on n'est pas là-bas pour vendre. Non. Alors la plus-value pour les héritiers, j'en ai rien à foutre. Merci pour votre remarque, mais juste qui permet de me donner une petite précision. Quand on parle de plus-value, effectivement, il y a plusieurs types de plus-value. Il y a la plus-value dans le cadre de l'équipement d'une zone à bâtir. Vous avez peut-être été appelé en plus-value au niveau communal, je ne sais. Et il y a une plus-value sur le fait d'avoir un changement de statut, de constructibilité d'un terrain par rapport à une situation actuelle. Et c'est de ça dont je parlais, et c'est de ça que la LAT a modifié les choses et que la loi cantonale a dû légiférer, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que vous avez connaissance d'autres communes en zone A, donc finalement qui n'ont pas de problème de surbâti, qui finalement dézonent autant de terrain, donc 68 hectares, un petit peu pour des raisons non contraintes? Est-ce qu'il y a d'autres exemples en Valais de communes qui procèdent de la même manière? Alors,
je reviens juste, c'est pas du dézonage. Vous avez parlé de dézoner 8, excusez-moi, 68 oui, hectares. non, c'est vrai que j'anticipe, et puis je suis déjà dans 5 ans, mais j'imagine bien que cette volonté-là de mettre une zone de réserve, c'est pas juste pour faire une petite bulle de 5 ans. Donc, est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont mis en zone réservée, alors soyons exacts sur les termes, une autant grande quantité d'hectares alors qu'elles sont en zone A? Alors, oui, je connais des zones, des communes. Il y a même des communes qui ont fait le choix de mettre la totalité de la zone à bâtir du territoire communal en zone réservée. En étant en zone A au départ? Alors, oui, en zone A. Ouais. C'est la commune de Vouvry, pour ne pas la nommer. Mais il faut savoir aussi que dans les communes, sauf erreur, mais elle est en catégorie A, elle était en catégorie B, mais elle a eu un développement économique, parce qu'il faut savoir que pour arriver à définir ces catégories, le canton fait des calculs savants du développement et de la dynamique de développement des communes. Et en fait, ce chiffre est remis à jour dans le cadre du processus, dans les différentes étapes du processus. Donc une commune qui était... Alors il y a la commune qui n'est pas surdimensionnée, qui est la commune catégorie A, qui est la commune comme vous. Il y a les communes de catégorie qu'on appelle B, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu surdimensionnées, mais que dans les 15 ans, le surdimensionnement va pouvoir se résorber par rapport à ces calculs. Puis il y a les communes de catégorie C qui, elles, sont largement surdimensionnées et n'arriveront pas, même avec le développement qu'elles prévoient dans les 15 ans, à arriver à un chiffre équitable. Et la commune de Vouvry, sauf erreur de ma part, dans le départ du processus, était en catégorie B. Et avec le développement qu'elle connaît depuis le début du processus, elle arrive gentiment en catégorie A, mais elle a fait le choix de mettre l'ensemble de son territoire, c'était l'automne passé, en zone réservée, pour différentes raisons. Et puis, j'ai d'autres cas de communes en tête, alors pas avec des surfaces, peu importe les surfaces en mètres carrés, mais des communes de catégorie A qui ont aussi fait le choix de mettre des zones réservées pour différents motifs par rapport à différents soucis auxquels elles étaient confrontées dans leurs différentes zones. Donc il y a des cas qui existent, oui. L'instrument de la zone réservée n'est pas uniquement et strictement là pour bloquer dans le seul objectif du mitage du territoire. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les conseillers, Léo Farquet, ancien président. Moi, j'avais juste une question. Donc, on est tous bien conscients dans cette salle qu'on est dans la catégorie A, on n'a pas de surdimensionnement, on n'a aucune obligation légale de créer ces zones réservées et on peut, dans le cadre du périmètre urbain, demander une extension de zone dont on sait que tant que les autres communes sont surdimensionnées, on ne peut l'obtenir. On est bien d'accord? Tout ce que je dis là est juste. On sait aussi qu'il sera impossible, dans le cadre de la jurisprudence du tribunal fédéral, dans le cadre de dézonage éventuel, d'obtenir une quelconque indemnité parce qu'il est impossible d'obtenir la mise sur pied du fonds pour le canton du Valais, le fameux fonds qui est alimenté par les parcelles qui seraient mises en zone à bâtir ou dont on améliorerait la constructibilité. Donc on est certain que si on a des mètres carrés qui sont supprimés au niveau de la zone à bâtir des Mayens, il n'y aura aucun franc d'indemnité. Ça, je ne peux pas le dire. Merci. On est bien conscient au niveau du conseil communal qu'on a investi des millions et des millions pour l'équipement des Mayens en route communale, en eau, en égouts et en électricité. On a même la fibre optique qui est montée avec le fort d'artillerie que la commune a repris. On est bien conscient qu'on n'est pas soumis à la Lex Weber, donc on peut construire autant de la résidence principale que de la résidence secondaire de vacances. Pas encore.
Si Saxon n'est pas soumis. Non, mais l'évolution, Je on ne sait m'excuse, pas. on est allé jusqu'au tribunal fédéral et on a gagné, et on n'a pas les 20%, et selon les dernières statistiques de la commune, on est encore en dessous des 20%. Oui, mais la situation peut changer, c'est juste ce que je veux vous dire. On est d'accord, mais au départ aussi, on nous avait mis en Weber, on a recouru, on a gagné, on n'est pas en Weber, il reste encore quelques pourcentages. Avec les constructions de la plaine, pour qu'on passe au-delà des 20%, il y aura quand même un certain moment. Donc regardez au niveau du conseil communal, les statistiques, le secrétaire communal les a. Hein. Ce que je voulais dire, donc on a investi des millions là-haut, et maintenant on est en train de nous dire qu'il y a un risque de dézonage, alors même qu'on n'est pas soumis à Weber, et on n'est pas soumis à Friedrich, notre ami Friedrich, c'est-à-dire qu'on est une des seules communes où on peut encore vendre aux étrangers, puisque tout ce qui est en dessus de 800 mètres, zone de Sapin-Haut, la Panissière, etc., est vendable aux étrangers. Donc vous êtes en train de dire qu'au moment où on ouvre Ikea, au moment où on va ouvrir la COP du côté de Ried, au moment où on développe, au moment où on veut développer notre commune, on va bloquer, on va empêcher des gens qui ont traversé le Covid, et on veut empêcher ces gens de venir dans les Mayens de Saxon. C'est pas une question que je vous pose à vous, Madame Dubuis, parce que j'imagine, et je vous connais pour avoir travaillé avec vous également, toutes vos compétences, mais c'est la question que je pose politique au conseil communal. Est-ce que c'est la direction dans laquelle vous souhaitez que la commune de Saxon aille, qui n'est pas du tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, qui était de développer, d'augmenter la population, de chercher des entreprises, les achats du casino, les terrains qu'on avait autour pour aller chercher des entreprises? Alors, est-ce que vous voulez modifier cette politique et réduire en quelque sorte la voilure de la commune, auquel cas il faut nous le dire? Vous commencez par les Mayens, mais je pense qu'il faut continuer par la plaine, parce qu'il y a un gros développement pour la plaine. Pourquoi ne pas mettre la zone réservée sur tout le territoire de la commune? Ça permettrait une analyse globale. Et là, ça reviendra à dire, et ce serait logique, c'est-à-dire, OK, on comprend, on veut revoir la politique, qui était la politique de l'époque, qui était une politique de développement, de créer des postes de travail, de ne pas faire Saxon, la cité satellite de Martigny, une cité dortoir, c'était de créer des places de travail et du développement, peut-être reprendre Alpoiter, essayer de faire un pôle sur Alpoiter, faire venir des entreprises pour permettre le développement, que les gens puissent aller aussi se ressourcer dans les Mayens. Donc c'est cette question politique au sens large que je pose, sachant que l'on n'a aucune obligation légale de dézoner, de modifier, de faire ce que vous êtes en train de faire, et qu'au contraire, on a la possibilité d'étendre et d'améliorer le périmètre urbain. Donc j'interpelle l'ensemble du conseil communal à ce sujet. Est-ce que vous avez bien réfléchi à la problématique? Puis corollaire à ça, à Madame Dubuis, est-ce qu'on peut revenir sur cette décision qui, j'imagine, va faire quand même monter pas mal d'opposition, avec tous les risques que l'on a entendus ce soir et pour lesquels on n'a pas de réponse précise, parce que finalement, ça dépend. Monsieur Farquet, Maître Farquet, donc j'apprécie votre intervention, puisque vous avez fait un retour en arrière sur vos années de présidence, vous avez fait un retour en arrière sur ce que vous avez défendu, mais en ayant collaboré avec vous pendant 12 années, je sais aussi le nombre de fois que vous avez remis en question qu'il fallait être attentif aux dépenses futures de la commune pour ne pas augmenter l'endettement de la commune, d'avoir des infrastructures adaptées à la commune. Et ce soir, par rapport à ce courage qu'a l'exécutif de mettre en zone réservée les Mayens et de participer avec vous à cette soirée, c'est justement par la volonté de prendre le temps, de prendre la réflexion sur l'ensemble du territoire avec quels seront pour la population de Saxon les avantages et les inconvénients du futur plan d'affectation de zone qui sera présenté à la population. Alors, l'élément qu'on vous a apporté d'une commune de 7 000 habitants à 10 000 habitants nous obligera déjà dans un premier temps. Aujourd'hui, l'école scolaire compte 570 élèves, donc nous avons fait une première approche qu'il fallait augmenter les capacités de l'école scolaire. Vous avez, en qualité de président, doublé la capacité et il y a 15 ans de cela. Vous connaissez les millions de francs d'investissement
pour faire une école qui a une capacité de 650 élèves, même des projections jusqu'à 800 comme nous le faisons, c'est également avoir l'orientation par rapport à l'ensemble de la petite enfance et tous les investissements qu'il faudra faire pour accueillir ces petites enfances. Et comme vous l'évoquez, augmentation de la population, il faudra avoir ces infrastructures, il faudra avoir les infrastructures pour les écoles et toutes les autres infrastructures. Oui, mais vous pouvez lever les bras. Vous savez que ça se chiffre en dizaines de millions de francs. Alors, le courage politique, on l'a, c'est de dire, est-ce que demain, le conseil communal présentera une orientation avec des zones accueillant 10 000 habitants et on mettra en place des infrastructures. Et à ce moment-là, il faudra dire, oui, on va dézoner, ou non, la commune accueillera 17 000 habitants avec les coûts qui seront engendrés. Vous pouvez lever les bras, vous pouvez faire le spectacle, mais le conseil communal, l'exécutif, assume de la décision. On prendra avec les bureaux qui nous accompagnent tout le recul nécessaire. On fera participer les gens des Mayas pour avoir aussi leur approche. Et si à la fin, donc, la décision qui sera prise sera de maintenir toutes ces surfaces ou de les réduire, on les prendra, mais ensemble. Et c'est le but de ce soir, de vous convoquer et de vous présenter, comme j'ai dit, d'oser aussi affronter la population avec des décisions impopulaires. Mais je suis volontiers à vos dispositions, puisque c'est vous-même qui avez mis sur pied les mercredis après-midi à l'attention de la population. Donc je suis volontiers à vos dispositions si vous voulez en débattre et en discuter. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui. Oui, bonsoir. Si je fais un résumé succinct de cette soirée, vous venez juste de nous annoncer que pendant une période de 8 ans, nos biens immobiliers ont perdu un tiers de leur valeur. Parce que si on veut les vendre dans ce laps de temps, on ne les vendra pas au prix qu'on les vendrait avant ça. Alors non, on n'a jamais parlé de 8 ans, on a dit que pour 5 ans, 5 ans, alors 8 ans si vous avez bien écouté, donc ça veut dire qu'on doit passer dans l'Assemblée primaire, c'est l'Assemblée primaire qui doit accepter ou non ce délai complémentaire. Aujourd'hui, le travail que nous effectuons, cela n'a pas été dit parce qu'on nous a traités d'ambitieux, la proposition et le planning que nous avons mis en place, mais déjà en interne, et ça a été dit par Madame Dubuis, c'est que les méandres de l'administration cantonale, ce n'est pas nous qui les gérons. Mais nous, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est l'Assemblée primaire juin 2025. Mais maintenant, comme on vous l'a dit, donc il y aura aussi tout ce travail que nous allons devoir faire au niveau du canton, et nous aussi de notre côté, ces commissions qui ont été mises en place. Ce soir, la demande de M. Arborino de vous rencontrer, de faire donc, une soirée avec aussi vos remarques. Mais comme je l'ai évoqué, donc nous sommes tous les membres du Conseil à vos dispositions, ainsi que les services techniques pour vous accueillir et parler de votre situation. Alors de dire aujourd'hui que vos terrains ont perdu 30% et autres, je ne pense pas que c'est justifié ce soir de le dire comme ça, à moins que vous ayez déjà prévu de nous quitter dans ces prochaines semaines. Dans ces conditions, c'est un peu difficile. Sachant qu'il faut mentionner que les terrains sont en zone réservée. Ces derniers jours, il y a eu des visites de chalets et des décisions de vente qui s'effectuent. Je vous ai dit, on répondra à vos questions. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant quand ils achètent oui. qu'il y a cette situation-là? Bien sûr, bien sûr. Et puis j'ai une autre question. Vous parlez de l'Assemblée primaire qui doit décider oui ou non. L'Assemblée primaire, c'est l'ensemble de Saxon. On est d'accord? Oui, parce qu'on va présenter le plan d'aménagement de zone sur l'ensemble du territoire de la commune de Saxon. Voilà. Donc c'est l'ensemble de Saxon qui va décider du sort des Mayas. C'est comme les Mayas décident aussi pour des situations en plaine. Oui, mais on est minoritaire, je vous signale. D'accord. Ça n'a pas toujours été le cas dans les assemblées primaires. Voilà. Oui. Moi, j'aimerais juste revenir sur la réponse que vous avez apportée à M. Farquet, où finalement, vous avez argumenté en disant que le but, c'était de faire des économies sur le long terme pour la commune par rapport aux projections
d'augmentation de la population et des frais qui vont en découdre. Donc, ce que j'entends, c'est que le but, c'est de faire des économies sur le long terme par rapport à une vision. Donc, on peut quand même s'attendre à ce que la volonté de la commune, c'est de plus faire d'investissement dans la zone Maya. Enfin, j'imagine, parce que pour faire des économies, comme vous l'avez mentionné, ça implique quand même de faire des grosses économies sur la situation Maya. Donc, vous avez répondu à monsieur qu'en fait, non, il n'y aurait pas une perte de notre valeur immobilière pour les 5 prochaines années, mais d'après votre argumentation, on peut quand même s'attendre qu'après, dans 5 ans, on n'ait là pas une chute de 30%. Je veux dire, si c'est clair et net que c'est plus en zone à bâtir, ça peut être une perte énorme par rapport à tout ça. Puis après, moi, je ne suis pas une très grande connaisseuse des choses bancaires, mais je me dis, mais si finalement notre bâti n'a plus la valeur de notre dette, qu'est-ce qui se passe pour nous concrètement? Est-ce que vous savez humainement, concrètement, ce qui va se passer pour les propriétaires des Mayens? C'est pour savoir, pour peut-être qu'on fasse opposition, comme il n'y a pas d'obligation, si vraiment on a des pertes qui peuvent être peut-être dramatiques à titre individuel. Donc, comment ça se passe dans un cas comme celui-ci? Parce qu'on pourrait bien imaginer qu'une banque, finalement, ne soutienne plus notre dette. Enfin, peut-être que là, peut-être qu'on pourrait avoir une réponse du connaisseur en dette bancaire. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Donc, les données que j'ai, je ne maîtrise pas parfaitement le dossier, on n'a jamais eu le cas précis qui s'est présenté. Par contre, il est clair que pour valoriser un bien, il nous faut des données. On travaille aujourd'hui avec la méthode SIFI ou la méthode hédoniste pour déterminer la valeur d'un bien immobilier. Et puis ensuite, on a des taux d'avance sur lesquels on peut faire des emprunts. Aujourd'hui, on n'a jamais appliqué en disant ben voilà, votre bien il a été complètement dévalué, vous ne l'avez pas assez remboursé, alors on va vous couper le crédit hypothécaire. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Donc ça sera plutôt la discussion qu'il faudra avoir avec la banque qu'avec la commune. Mais je pense qu'il y aura aussi des outils et puis des instruments pour pouvoir trouver des parades à cela. Et puis je ne pense pas que, en tout cas là je parle de la connaissance bancaire que j'ai, le banquier va arriver en disant voilà, votre maison est complètement dévaluée, et puis parce que la valeur actuelle elle sera toujours retenue. Ça c'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, M. Althaus, il y aura peut-être un peu moins d'attractivité sur le bien en sachant qu'il y a une zone réservée qui est imposée, mais peut-être à contrario, il y aura une plus-value, parce qu'aujourd'hui, on ne sait encore pas ce qu'on va faire. On a discuté ce soir que c'était un effet de cloche, on met les choses en attente, on va avoir des réflexions. Celui qui cherche la tranquillité, puis qui sait que dans cette zone, il n'y aura plus de construction possible, si c'est la décision finale du Conseil, je ne la connais pas aujourd'hui, ben peut-être que votre valeur, elle va monter par rapport à votre bien. Et puis peut-être que votre bien, il va simplement avoir un peu plus d'importance, et puis les personnes qui cherchent la tranquillité vont plus se diriger vers vous que sur une station qui va se développer. Ça, c'est un peu le choix et puis le ressenti de chacun. Encore une fois, ça dépend de l'approche personnelle du futur acquéreur. J'espère avoir répondu à votre question. Peut-être juste une précision par rapport à la dernière remarque que vous faisiez sur les transformations, augmentations. Il faut savoir que même si dans un cas où vous avez un bâtiment qui devrait passer en zone agricole, eh bien, le droit fédéral s'applique. Et il y a toujours des conditions de pouvoir transformer, agrandir. Seulement, l'autorité compétente pour décider de ces autorisations de construire, ce n'est plus la commune, mais c'est le canton. Mais il y a quand même, en zone agricole, on peut transformer, on peut agrandir dans certaines conditions, mais de la même manière en zone à bâtir, parce qu'on a des règles de construction. Donc, comment ? Non, la latte est applicable. Non, alors là, il n'y a pas de doute. Il y a des règles très précises en termes de transformation-agrandissement. Non, ça serait de compétence de la CCC, en l'occurrence en Valais, et plus de la commune. Mais des possibilités existent. Oui, madame, s'il vous plaît, petite question. Vous venez de dire qu'un bâtiment qui entrerait en zone agricole, il ne perd pas de valeur. Ça veut dire que si monsieur veut revendre son bâtiment,
il sera lié quand même au droit foncier rural et il ne pourra pas vendre son bâtiment à la valeur l'argent qu'il a injecté sur ce bâtiment. Alors, je ne maîtrise pas le droit foncier rural, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend s'il a d'abord déjà été soumis à la LDFR ou pas. Parce que si c'est déjà une résidence secondaire, eh bien, ou si c'est une résidence principale pour un non-agriculteur, il n'est pas soumis à la LDFR. Mais si ça rentre dans un terrain, la dénomination d'un terrain agricole, je pense qu'il sera soumis quand même. Non, alors il y a des critères, pas forcément, il y a des critères pour rentrer dans la LDFR. Il y a des surfaces minimales, mais que je ne pourrais pas vous dire, mais il y a des surfaces minimales, il ne va pas tomber forcément dans la LDFR. Il y a beaucoup d'inconnus, en tout cas, dans tout ce qu'on a entendu ce soir, et puis ça donne à penser qu'il faudrait vraiment bien étudier la chose avant d'accepter ce truc-là. J'ai une dernière question, c'est pour M. Birer. Vous qui habitez dans les Mayens, ce serait intéressant de savoir quelle est votre position, ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet, puisque vous êtes parmi nous, et puis qu'on est tous habitants des Mayens. Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Ma position là-dessus, donc aujourd'hui on réfléchit à tout ce qui va se passer dans les Mayens. On est avec une commission d'urbanisme en train de réfléchir au règlement de tout ça. Quant à ma position personnelle, je pense que je n'ai pas à vous la donner comme ça. C'est une décision communale de poser une zone de réserve dans les Mayens. C'est une décision collective. Ma position personnelle, je la garde pour moi. Par contre, je travaille dans le sens où l'urbanisme, dans le cadre de la commission d'urbanisme, pour le bien des Mayens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on vous remercie pour votre présence dans le cadre de cette soirée, également pour les échanges. Et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et pour les personnes qui ont encore quelques minutes, c'est volontiers qu'on partage un apéritif en votre compagnie. Merci beaucoup et bonne soirée.